Bonjour, messieurs, dames. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire organisé par Aaron en collaboration avec Calilab. Alors, le sujet aujourd'hui, il est très vaste et très intéressant pour la recherche clinique puisqu'il s'agit du sujet de la qualité, qui est un très vaste sujet, qui ne peut pas, bien entendu, être résumé dans un simple webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la thématique de l'intégrité des données et de la conformité des systèmes en recherche clinique, et notamment de comment la conformité permet-elle, et comment les différentes exigences permettent-elles d'assurer ou de garantir l'intégrité des données. Et est-ce qu'elles permettent de garantir l'intégrité des données? Voilà. Donc ça va être notre sujet du jour. Pour cela, nous sommes trois à présenter aujourd'hui. Il y a donc moi-même, Emmanuel Penn, je suis directeur général chez Aaron. Nous avons avec nous Éric Chapuzet, de la société Calilab, qui est directeur général de cette société. Et nous aurons aussi ma collègue Kassinji Praxel, qui est développeuse chez Aaron, qui vous présentera une partie de l'application en fin de webinaire. Donc, ce webinaire, voici l'agenda que nous vous proposons. Nous allons d'abord vous présenter la société Aaron, qui nous sommes, nos solutions. Nous allons ensuite vous présenter Calilab et nous allons entrer donc dans le sujet, à savoir quelles sont les exigences en termes d'intégrité des données et de conformité des systèmes. D'autre part, nous allons voir quels sont les enjeux vis-à-vis des systèmes informatisés, notamment des solutions logicielles en recherche clinique. Enfin, nous allons terminer le webinaire en vous présentant la façon dont nous gérons ces exigences et la conformité à l'intérieur de la solution Aaron EDC, parce que nous avons donc intégré cette gestion des exigences directement dans la solution. Et nous terminerons comme d'habitude, et par une session de questions-réponses. Donc, à ce sujet, vous avez ici, sur ce slide, la façon dont vous pouvez poser des questions. Vous avez un petit bouton en bas qui vous permet de poser des questions. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire. Et à la fin donc, de la partie présentation, nous guierons ces questions. Pour plus de confort, je vous propose de passer en plein écran. Vous avez un bouton là aussi en bas de l'écran qui vous permet de passer en mode plein écran, ce qui sera plus agréable. Voilà, alors Aaron, nous sommes donc, éditeurs de logiciels, nous sommes spécialisés dans la recherche clinique, nous sommes un acteur français. Et Aaron a un historique d'une vingtaine d'années dans ce domaine, avec de nombreux projets d'études cliniques qui ont été réalisés. Nous avons rejoint depuis 2 ans et demi le groupe Invarture, et à cette occasion-là, nous avons développé une nouvelle solution logicielle de dernière génération qui se démarque notamment par sa flexibilité, son adaptabilité, par le fait que nous donnons l'autonomie aussi aux utilisateurs, et au final un coût de setup, de mise en place initiale qui est très abaissé, donc qui permet une meilleure économie de vos études cliniques. Les solutions que nous proposons, c'est une plateforme technologique intégrée avec un ensemble de modules qui peuvent être mis en place ensemble ou séparément, à savoir un Aaron ICRF, donc pour la gestion des études cliniques et de la partie qualité notamment, Aaron IWRS qui est la partie randomisation et gestion des traitements pharmaceutiques, Aaron ePro, donc là c'est la partie patient
pour pouvoir collecter des données directement auprès des patients et avec une partie, un module de e-consent aussi qui peut être implémenté dans cette solution. Nous avons un gros point fort de notre solution, c'est Aaron Studio qui permet de paramétrer toutes ces études et de manière très simple et rapidement. C'est un outil très puissant qui peut être mis dans les mains de n'importe quel utilisateur, data manager par exemple, et nous fournissons bien entendu des services d'accompagnement, maintenance notamment, et accompagnement initial si nécessaire. Voilà, donc j'avais terminé pour ma partie, je vais vous laisser la main, Eric, puis je la reprendrai tout à l'heure pour votre présentation. Merci Emmanuel. Bien écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Et donc, je vais donc animer pendant une vingtaine de minutes la suite de ce webinaire où je vais donc vous parler de différentes choses concernant l'intégrité et la qualité des données et la conformité des systèmes. Alors, je me présente rapidement. Donc effectivement, je suis Eric Chapuzet, donc je dirige la société Calilab qui, pour rappel, existe depuis une trentaine d'années. On est basé près d'Orléans et en région parisienne aussi. Et nous sommes une société de prestation de services, on va dire, dans le domaine de la qualité au sens GXP, au sens dans l'industrie pharma, cosméto et d'une manière générale, et notamment un peu plus orienté ici sur l'aspect clinique, puisque en fait, ça fait quelques années qu'on est dans ce domaine-là, et en fait, on a nos cœurs de métier repose sur la qualité au sens large, donc basé sur les bonnes pratiques cliniques, bonnes pratiques de pharmacovigilance, etc. Donc bonnes pratiques de fabrication dans tout ce qui est GXP. On intervient sur les systèmes d'information, notamment sur la conformité des systèmes. Et historiquement, on fait aussi du support analytique et statistique. On fait un peu de traitement de données aussi chez nous dans le cadre de la recherche au sens large ou lié à la fabrication. Et puis nous sommes un organisme de formation. Bon, l'histoire, c'est qu'on émet aussi avec un partenaire belge des solutions logicielles, mais qui sont des solutions logicielles en mode SaaS sur des aspects statistiques pour tout ce qui est lié aux méthodes de mesure, aux résultats d'analyse, on va dire, mais pas du tout dans le domaine de la recherche clinique en fait. Enfin, donc on n'a pas de système lié en fait aux ICRF, etc. Donc voilà, donc ce bref rappel simplement pour donc Emmanuel, je pense que c'est vous qui pouvez ensuite enchaîner, je crois que c'est ce qu'on avait dit. Donc la diapo suivante, donc je vais vous rappeler en fait 2 points par rapport à l'agenda, c'est quelles sont les exigences en termes d'intégrité et un petit peu les enjeux vis-à-vis des solutions logicielles en recherche clinique, et on fera le lien par rapport au rappel des exigences majeures des textes que vous connaissez peut-être, et en lien avec en fait les engagements peut-être vis-à-vis des fournisseurs ou des éditeurs de logiciels, parce que tout est lié en fait la conformité. Pardon, la conformité n'est pas forcément liée qu'à des aspects de validation comme on l'a certainement entendu depuis des années, mais c'est tout un ensemble en fait de choses qu'on doit mettre en œuvre pour garantir la bonne fiabilité des résultats. Alors, je vais commencer par la partie exigence en termes d'intégrité. Pour dire que, pour rappeler, bon, je pense que vous êtes beaucoup issus de ce domaine-là, donc dans le domaine de la recherche clinique au sens large. Donc, vous avez bien entendu des activités métiers, autant donc quand vous projetez, tous les acteurs autour de la recherche clinique vont suivre en fait ont des besoins, donc que ce soit pour gérer les études, pour faire le monitoring, pour faire la gestion le data management, pour fabriquer les lots cliniques, bien entendu, en amont, pour gérer les unités thérapeutiques. Bon, il y a tout un ensemble d'activités, bien entendu, que vous connaissez certainement par cœur autour de ce webinaire. Donc ça, il y a plein de processus métiers qui découlent de ça. Mais bien évidemment, autour de la recherche clinique, on s'appuie beaucoup sur des outils informatiques, et vis-à-vis de nos activités en lien avec l'informatique, on a besoin de mettre en place des systèmes, on a besoin de maintenir les systèmes en conditions opérationnelles ou au statut validé, on a besoin de gérer les SI d'une manière générale, et puis avec bien sûr les aspects sécurité, les aspects gestion des données personnelles quand il y en a. Donc vous avez en fait forcément des activités en lien avec ces activités. Et puis, bien entendu, ce n'est pas uniquement à cela. Donc, on a des activités autres autour de cette recherche clinique, notamment les médecins pharmacovigilants, enfin l'aspect pharmacovigilance, etc. Bon, bien sûr, on ne va pas aborder ça tout dans ce webinaire. Mais ce qui se passe, c'est que quelles que soient nos activités, lorsqu'on est dans ce domaine-là, nous avons une obligation d'être conforme aux exigences réglementaires.
Et donc, si on a ces deux aspects, le côté métier, bien évidemment, vous connaissez certainement tous, comme moi, les aspects des bonnes pratiques cliniques avec, la série des textes, donc ICH, donc E6 notamment, mais toute la série donc ICH a publié plein de guides, sur tout ce qui est efficacité des produits, donc toute la série des E. Vous avez donc des exigences en termes de bonnes pratiques de pharmacovigilance. Pour ceux qui sont peut-être autour de la table virtuelle aujourd'hui, il y a aussi besoin de dossiers, de déposer un dossier qu'on appelle l'IMPD sur avant de lancer l'essai et d'administrer les produits, donc sur les dossiers qualité des lots cliniques qui ont été fabriqués. Enfin, il y a un ensemble d'exigences, bien entendu, qui sont dans ce cadre-là. Et puis, même si c'est pas un sujet nouveau, mais vous savez certainement que sur les activités informatiques, notamment dans le cadre de la la recherche clinique dans le domaine de la pharma, bien, nous avons pléthore de documents qui sont des documents de la FDA, un document de l'EMA qui est en lien avec la conformité des systèmes informatisés. Quand vous voyez l'EMA, donc l'agence européenne, il y a un fameux draft de 2021 qui avait été publié et qui donne des exigences vis-à-vis de ça. Vous avez aussi un document certainement entendu parler où il y a beaucoup de 11 dans cette conformité, mais vous avez l'annexe 11 issu des GMP, qui est un ouvrage, en fait, un guide, un recueil, une annexe qui est très importante sur la conformité générale au sens des systèmes informatisés. Et puis, vous aviez forcément la convention PIX, PIX 11 qui date depuis quelques années, un nouveau document, je reviendrai dessus, sur le PIX 41 qui traite de l'intégrité des données. Et puis, bien évidemment, vous faites votre recherche clinique dans un référentiel aussi si vous pour le marché américain, qui est le 21 CFR par 11, qui est un document forcément pas récent puisqu'il date de 97, mais que tout le monde mentionne aussi régulièrement. Et puis forcément la partie RGPD. Bon. Donc vous avez en gauche les référenciers un peu métiers, à droite les référenciers liés un peu à l'informatique, et c'est que quelques exemples. Mais tout ça, quand on réunit le tout, on a un objectif majeur, c'est de garantir l'intégrité et la conformité des systèmes. Alors pendant longtemps, on entendait il faut que mes systèmes soient conformes, il faut que mes systèmes soient validés. Et comme vous le savez, depuis maintenant 5-7 ans, on parle beaucoup d'intégrité de données. Venir le pourquoi et comment, hein, c'est pas parce que c'est pas forcément un sujet récent, mais c'est un sujet on aborde depuis maintenant pas mal de temps, un peu plus, puisque faut simplement dire qu'il y avait il y a eu des petits soucis d'une manière générale sur les qualités, l'intégrité des résultats qui avaient été dans certaines bases, etc. Bon. Donc, on va pas revenir là-dessus, c'est un sujet majeur par rapport à ça. Alors maintenant, sur la diapo suivante, je vais simplement rappeler le qui est concerné par ce sujet intégrité de données et la conformité des systèmes. Eh ben, en fait, bien entendu, ce qu'on voulait rappeler, c'est que c'est pas qu'un sujet que pour les informaticiens, ou c'est pas un sujet que pour les informaticiens ou les statisticiens. En fait, tout le monde est concerné, donc que ce soit les sponsors, les investigateurs, les ARC, les DM, les data scientists de maintenant, les data analystes, puisque des termes nouveaux, les statisticiens. Et puis, bien entendu, tous les acteurs liés au système d'information, au système informatisé. C'est-à-dire qu'en gros, on a les aspects métiers, effectivement, de faire la recherche clinique, mais bien entendu, vous avez un ensemble de un ensemble d'acteurs. Emmanuel, je vais remettre en voilà, merci. Vous avez en fait une nécessité de tout le monde un peu contribuer à tout ça, et on verra, c'est un petit peu le message du jour, c'est que la conformité des systèmes, bon, bien entendu, c'est un petit peu les sponsors, l'utilisateur final, les utilisateurs qui doivent un peu garantir tout ça, mais en s'appuyant sur d'autres acteurs comme les éditeurs de soft, comme les hébergeurs, etc. Bon. Alors, ceci étant dit, donc tout le monde est concerné par ça, plus ou moins. Donc, je voulais simplement rappeler quelques infos sur la notion d'intégrité de données. Eh bien, on fait du très bref aujourd'hui, mais on voulait simplement rappeler que quand on parle d'intégrité de données, sur la diapo suivante, vous allez certainement retrouver quelque chose que vous avez tous connu, c'est vous avez d'une part, dans le cas de la recherche clinique, la fameuse révision R2 de l'ICH6 qui avait introduit la notion d'intégrité
Et donc, il y a quelques années, quand on avait repris ce texte-là, eh bien, on avait vu apparaître ce terme et donc fallait répondre à tout ce qui est problématique de data integrity. Donc c'est vrai que c'est ce sujet-là, c'était pas forcément déconnecté de notre métier. C'est que, bah, oui, il y avait une extraction là simplement dans le petit tableau de ça. Et puis, si je vais, un peu plus loin, donc dans la slide, suivante, vous avez certainement aussi, eu connaissance que le texte 6 est en révision, puisque est en phase de préparation, même plus que bien abouti, la partie R3 et donc la révision 3 et simplement si on voit le document là qui est en cours un petit peu de révision, on voit encore que le terme de data integrity est repris, aussi encore dans ce texte-là, notamment dans les chapitres 10, 5 et 11, donc bon. En gros, ce sujet-là est un sujet, récurrent, qui est vraiment le fil conducteur de notre métier. Je rappelle, c'est pas nouveau, mais simplement c'est repris et de plus en plus évalué. Maintenant qu'on a rappelé, ce qui était mis dans ICHE6, simplement dans le cadre, j'ai focalisé, là volontairement sur l'aspect clinique. Ce que je voulais simplement rappeler, c'est que derrière cette histoire d'intégrité, ça se résume à quoi? Eh bien, vous avez tous entendu parler, donc si on fait, les dépôts, c'est, il y avait une définition de la MHRA, donc l'agence anglaise qui avait, déjà en 2015 et puis un peu avant, déjà défini ce qu'était l'intégrité de données. On rappelait simplement que avoir des données intègres, par exemple d'une base de données clinique ou une base de données autre de pharmacovigilance, c'est d'avoir des données exactes, complètes et non altérées, tout au long du cycle de vie en fait du système et de le cycle de vie des données en fait, donc de l'acquisition de la donnée source jusqu'à son archivage. Donc c'est, de garantir tout ça, ça c'était la petite définition de base qu'on avait. Et puis probablement que vous êtes appuyé ou vous avez certes vos connaissances qu'il y a eu plein de textes qui viennent de l'EMA, qui viennent de l'FDA, qui viennent un peu de partout, qui ont défini que pour respecter les règles de l'intégrité de données, il y avait des grands principes qui ont été baptisés ALCOA+. Alors ALCOA+, c'est un acronyme effectivement anglo-saxon, anglais, qui reprend les premières lettres de, alors là, c'est accurate jusqu'à attribuable. On voit des fois dans les définitions, ça peut être le attribuable avant le accurate. Dans tous les cas, vous avez le ALCOA, sans aller plus loin, c'est simplement cette partie-là. Et puis le plus, c'est qui correspond aux 4 dernières lettres qu'on a complete and consistent enduring and variable. Donc c'est cette partie. Bon. Tout ça pour dire que nous avons, nous dans notre cadre de recherche clinique, bah, nous devons contribuer, nous devons garantir, selon la réglementation, donc selon les textes ICH, selon les BPC d'une manière générale, bah, vous devez en fait, on doit enfin être le plus compatible quelque part, on veut dire, vis-à-vis de cette intégrité, vis-à-vis des principes de l'ALCOA+, tels que vous avez déjà entendus. Bon. Ensuite, ce qui se passe, c'est que sur la diapo d'après, ce qu'on a voulu simplement faire avec Emmanuel, avec Aaron, c'est c'était pas de faire une revue de presse complètement, mais quand on parle d'intégrité, comme vous le savez, je vous disais tout à l'heure, il y a plein d'ouvrages qui ont maintenant, qui ont pignon sur rue, hein. Ça fait maintenant, 5-7 ans, bon, on va dire une petite dizaine d'années que ce sujet est vraiment repris. C'est vrai que le document, au départ d'intégrité d'Alcoa, c'était sur les données sources dans le cadre de la recherche clinique, c'était un sujet important. Bon, vous avez aussi tous connaissance de certains guides qu'on appelle les GAMP qui traitent de la data integrity. Mais ce qu'on voulait simplement rappeler, c'est que vous avez un ouvrage, vous avez un guide, vous avez cette association qui réunit les autorités compétentes qu'on appelle la convention PIX. Eh bien, c'est une asso qui reprend des inspections, des corps d'inspection de différents pays. Et cette convention édite des guides pour les inspecteurs, et à savoir que, il y avait eu il y a quelques années un guide qui était le fameux PIX 11 qui était destiné, à la conformité des systèmes informatisés, eh bien a été généré l'année dernière le PIX 41, qui est le document du centre de cette diapo, qui reprend en fait les grands principes, de la data integrity et d'une manière générale dans le domaine de la pharma, même si vous voyez parler de GMP, de GDP, mais qui pourrait s'appliquer au GXP d'une manière générale, et donc on a ce genre de choses. Donc simplement pour dire que c'est simple, on voulait rappeler ce qu'on appelait data integrity avec la LCOA et puis les ouvrages clés. Bon. Donc ça, c'était pour cette partie intégrité de données que l'on voulait rappeler dans cette partie-là. Sur la diapo d'après, comme vous l'avez dit, Emmanuel, on voulait simplement redonner une petite introduction sur en recherche clinique, c'est vrai qu'il est important de parler de data intégrité, enfin de data integrity, pardon. Il est important de parler aussi, mais qui n'est pas nouveau, de conformité de système. Et la conformité de système, je dirais, c'est simplement
classiquement, c'est que pour contribuer à l'intégrité des données, et donc donner confiance sur des prises de décision. Alors si on prend d'une manière générale vis-à-vis de la sécurité d'un produit, si on faisait des essais de tox, vis-à-vis de l'efficacité d'un produit, là on est dans le cas de la recherche clinique, ou vis-à-vis de la qualité du produit, bien évidemment, eh bien les systèmes informatisés doivent être conformes aux exigences finalement réglementaires donc à vos métiers, et les données doivent être forcément fiables. Ça revient un peu à la notion qu'on parlait d'infiabilité, intégrité, de qualité, etc. Et pour en démontrer la fiabilité et la conformité, tout au long du cycle de vie des systèmes informatisés, eh bien, nous devons avoir plusieurs choses. Alors, la première chose, c'est quand on parle de conformité, c'est pas toujours un résumé à faire des tests pour vérifier que, par exemple, quand je fais mon gel de base, est-ce que le gel de base se fait bien? Est-ce que je suis sûr que c'est bien gelé, et cetera? C'est pas que de faire des tests de ce type-là, c'est qu'il faut simplement considérer que la conformité de système passe déjà par un environnement informatique, le mieux maîtrisé, le plus documenté possible, et donc ce qui veut dire que cet environnement informatique doit s'appuyer sur des solides fondations informatiques, qu'on soit en mode étude, c'est-à-dire que projet, quand on met en place un nouveau système ou on met en place une nouvelle infrastructure, ou le côté infrastructure. Alors, bien évidemment, cette petite phrase que l'on avait là, s'applique aussi bien si on est dans des solutions, on va dire ce qu'on appelait on-premise, ce qu'on entend maintenant, c'est que vous avez des solutions qui sont hébergées chez vous, mais que même si vous êtes hébergé à l'extérieur, l'idée c'est que on doit quand même démontrer que nos systèmes informatisés sont mis dans un environnement le mieux maîtrisé possible. Donc ça s'applique pour les deux, que ce soit en mode cloud ou pas, on a ce genre de choses. La deuxième flèche que vous voyez à l'écran, c'est que maintenant que nous avons, et si on peut s'appuyer sur un environnement informatique le mieux maîtrisé possible, nous devons, bien évidemment, quand on parle de conformité, il y a une série de ce qu'on peut appeler de tests, de vérifications ou de qualifications dans ce qu'on en entend. Donc on doit faire un ensemble de qualifs, de ce que vous appelez peut-être QIQ occupé, QC, enfin ce que vous entendez. Ça doit être mené à sa juste mesure par les fournisseurs, les utilisateurs, la Q, l'informatique, selon les exigences donc préétablies, basées sur les processus métiers et basées sur les risques. Pour rappel, et c'est pas nouveau, que toute la démarche de conformité de système ou vis-à-vis même de l'intégrité de données doit être basée sur la notion de gestion des risques. Pour rappel, ceux qui sont familiers à ça, un fameux document ICH Q9 qui est la gestion des risques peut s'appliquer dans plein de domaines. Q9 qui est aussi pour info en révision, donc il y a beaucoup d'évolutions dans le sens d'ICH dans ces derniers temps, et qui va un petit peu appuyer ce genre de choses. Donc en gros, nous devons faire ces tests-là et tous les acteurs. Enfin, selon le contexte DSI, les fondations et les actions des tests potentiellement auditables, inspectables, elles doivent être tracées, puisqu'on rappelle que la notion de conformité de système, c'est forcément donner des preuves, c'est toujours une preuve documentée, et donc on a ce genre de choses qui est extrêmement important. Donc les fondamentaux, on a ça. Le message du moment, c'est que la conformité n'est peut-être pas résumée qu'à des tests, on verra tout à l'heure, c'est résumé à faire un ensemble de vérifications, comme quoi on maîtrise le système dans son intégralité. Sur la diapo d'après, ce que l'on voulait rappeler, c'est peut-être rappeler la notion de validation informatique, qui est un sujet forcément que l'on entend aussi depuis des années. Le message du moment et du matin, c'est la conformité de système passe par des opérations de validation, mais c'est pas uniquement lié à ça. Alors la validation, on rappelait simplement cette définition, c'est une preuve documentée, telle qu'on disait tout à l'heure, démontrant avec une force assurance que le système fonctionne et fonctionnera invariablement. Alors pendant longtemps, on entendait, je fais un dossier de validation et puis ça y est, c'est terminé, j'ai mes boîtes archives, tout est fait, et cetera. Bon, mais c'est faut toujours penser au fonctionnera invariablement, c'est-à-dire que le point essentiel de la maîtrise d'un système informatisé, c'est notamment, par exemple, la gestion de configuration, la gestion des changements, la notion de revue périodique qui sont des points importants. Donc c'est toujours important de noter ça, et toute cette validation doit être basée sur des spécifications préétablies dans son environnement de fonctionnement. Ce qu'on voulait dire ici, et très rapidement, c'est que nous pensons en fait que pour aborder ce sujet de conformité, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'aspect informatique, vous avez tous entendu parler du document, de certains documents plus ciblés sur la conformité de système en recherche clinique. Donc, c'est un document FDA qui avait été publié en 2007. Un document de l'EMA, j'en parlais tout à l'heure, qui a été repris en 2021. Vous avez des PICS, je vous l'avais mentionné tout à l'heure, le fameux Partons qui date depuis maintenant pratiquement 30 ans.
un peu moins quand même. Mais vous avez un document qui assez important que l'on trouve relativement intéressant, qui s'appelle Annexe 11, qui concerne les systèmes informatisés dans l'industrie de l'industrie pharma. Alors c'est une émanation, vous me direz, des bonnes pratiques de fabrication, mais comme vous le savez certainement, quand on creuse les textes, les documents qu'on appelle le PIX 11 ou qu'on a donc c'est d'une manière GXP au sens large, donc quelque part ça peut s'appliquer quel que soit le domaine. On pourrait même s'appliquer ça dans le domaine je dirais de la distribution des médicaments, et cetera. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que il y a une table des matières qui est plutôt pas mal quand on la décortique, qui nous donne des exigences relativement intéressantes. Et ce qu'on a fait ici pour finir cette petite introduction, c'est que on a extrait en fait 4 textes en rouge que vous voyez apparaître. C'est que dans cette annexe-là, on parle de gestion du risque, on parle de personnel, on parle de fournisseurs et de prestataires de services et on parle de validation. Alors, ce que l'on a fait, sans vous embêter longtemps, beaucoup plus, tout au moins, c'est qu'on voulait simplement reprendre, certains, chapitres de cette annexe 11, tout ça pour faire un lien avec peut-être, bah, oui, les éditeurs peuvent aussi avoir un rôle et les métiers ont un rôle, mais en fait, tout le monde est un petit peu, bah, participe à la conformité des systèmes. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va, reprendre, bon, vous pour vous rassurer, il y a que 2 slides qui vont arriver derrière. On va reprendre quelques extraits, qui nous paraissent, majeurs dans la suite de cette petit webinaire. Alors, concernant en lien avec la validation, mais j'aurais même dû mettre validation et maîtrise des systèmes informatisés. Ce qui est toujours important, c'est que, bien entendu, mais c'est pas nouveau, mais on le rappelle, c'est que, la maîtrise des systèmes informatisés va être basée sur une gestion des risques. Donc, effectivement, tout ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour démontrer que, finalement, vous maîtrisez vos systèmes et qui donc permettent de contribuer à avoir des données intègres, eh bien, ça doit être basé sur la notion de risque et donc, la démarche d'analyse de risque, d'identification du risque est un essentiel. D'ailleurs, pendant toute inspection, on doit démontrer une matrice d'analyse de risque, on doit démontrer ce genre de choses. Le deuxième partie, le deuxième chapitre qui s'appelle le chapitre 3, vous voyez apparaître que les fournisseurs et prestataires de services sont cités. C'est qu'un contrat formel doit être établi dès lors que le fabricant fait appel à un tiers, tel un fournisseur ou un prestataire de service. Alors on met maintenant prestataire de service, ça peut être aussi bien un éditeur, que ça peut être un hébergeur, que ça peut être un infogéreur, en reprenant dans ces termes-là dans ce monde du cloud aujourd'hui, et donc qui interviendrait par exemple dans l'approvisionnement, l'installation, etc., du système informatisé. Donc, bien entendu, on doit avoir des contrats. Bon, pour la petite anecdote, bon, pour l'avoir vécu en interne avec mes collègues, on voit des fois des contrats qui sont, en termes de points de vigilance, qui sont pas toujours d'une clarté exemplaire, pour être clair. Un point essentiel, c'est de bien, dans la maîtrise de tous ces systèmes, c'est bien de baser sur une matrice de rôle et responsabilité, c'est bien de savoir qui fait quoi, qui fait le monitoring du serveur, qui fait les sauvegardes, qui peut faire la restauration, enfin je passe des détails. Dans tous les cas, c'est un point de vigilance, c'est qu'on doit avoir des contrats, mais les contrats, pour en avoir vu récemment, on savait pas trop, qui faisait quoi et quels étaient les engagements de service. Le point 3.2, c'est que la compétence et la fiabilité d'un fournisseur, donc si on est dans le domaine d'un labo pharma ou quand on est par exemple dans une CRO clinique ou une CRO de bioanalyse ou une CRO, etc. Quand on fait appel en fait à des fournisseurs informatiques, eh bien ce texte-là mentionne que la compétence et la fiabilité d'un fournisseur sont des facteurs essentiels à prendre en compte lors de la sélection d'un produit ou d'un prestataire, et la nécessité d'un audit doit être basée sur une évaluation du risque. C'est comme ça que vous envoyez régulièrement, certainement, de plus en plus d'audits. Alors, ça peut être des audits pas forcément à effrayer, mais des visites, des rencontres de comment ça marche entre les différents acteurs, entre je dirais, dans cet empilement peut-être de responsabilités informatiques. Eh beh, le but est un petit peu de voir le qui fait quoi par rapport à ça. Donc là, on parle de ça. Et la diapo d'après mentionne euh, quelque part 3 autres exigences qui sera un petit peu la fin de cette petite présentation. C'est que quand on notamment, je dirais, en recherche clinique, hein, c'est un petit peu le débat du jour, mais on pourrait l'appliquer à quel que soit le domaine je dirais des GXP au sens pharma. Mais, la validation informatique, enfin tout au moins l'annexe 11, dit que la documentation accompagnant les produits standards du commerce, qu'on peut appeler des COST aussi, qu'on peut appeler ce genre de choses, doit être attentivement examinée par les utilisateurs soumis à la réglementation pharma, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux exigences. Donc quelque part, on passe par,
Ben, c'est un petit peu à la base du document, hein. Donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir une documentation, quel que soit le mode d'hébergement, hein, le mode d'édité de contrat. Le 3.4, c'est les informations relatives au système qualité et à l'audit des fournisseurs ou des développeurs de logiciels, ainsi que les systèmes doivent être disponibles à la demande des inspections de l'agence, enfin des inspecteurs de l'agence. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on s'équipe traditionnellement, enfin, d'un outil pour faire une tâche, on va dire, liée à la pharma, si je globalise, eh bien, on fait appel à des éditeurs et puis il y a pas de souci, la plupart du temps, mais que les éditeurs ont donc on voit tout à l'heure un système qualité, sont peut-être audités ou pas, maîtrisent les contrats, donc le but étant de savoir le qui fait quoi et ça, c'est extrêmement important et enfin, le point et qui fera un peu le lien avec je pense, le débat du jour, c'est que le point essentiel, c'est que les spécifications utilisateurs, ce qu'on appelle souvent les URS, ça c'est aussi un acronyme assez courant dans notre secteur pharma, et pas que pharma d'ailleurs, mais bon, que les URS doivent décrire les fonctions requises du système informatisé qui a été bâti et est basé sur une évaluation encore documentée du risque et de l'impact. Alors on avait mis ici BPF, mais c'est au sens, je rappelle que ce texte-là pourrait s'appeler et s'applique aussi dans le cadre des bonnes pratiques cliniques et les exigences de l'utilisateur doivent être traçables tout au long du cycle de vie. Tout ça pour dire que où on voulait en venir là-dessus, c'est que notamment en recherche clinique, mais c'est un peu général, l'idée c'est de trouver un meilleur compromis entre nous avons des exigences qui doivent être remplies dans le système informatisé. Et la question, c'est qu'avec maintenant les nouvelles technologies, avec les nouveaux modes de développement, etc., c'est de comment faciliter cette traçabilité des exigences. C'est-à-dire quand j'ai une exigence qui change dans le temps, eh bien, est-ce qu'on peut la tracer? Est-ce qu'on peut facilement ressortir ce genre de choses? Il y avait un séminaire la semaine dernière aussi édité préparé par l'ISPE, qui est très impliqué dans le domaine pharma sur tout ce qui est ingénierie et informatique. C'était un petit peu la qualification sans papier, c'était un petit peu le sujet de la semaine dernière. Bon, l'idée, c'est comment, avec les outils du moment, on peut assurer une meilleure traçabilité dans tout ça. Quand on fait des matrices d'exigence, quand on fait des matrices de traçabilité, eh bien, c'est là on peut, et on voit de plus en plus apparaître d'outils pour faire ce genre de choses. Et c'est ça qu'il faut dire qui est important. Et de toute façon, pour rappel, quand vous relisez, notamment vous l'avez déjà consulté, le fameux document qui est l'EMA, qui traite qui est un guideline donc sur les systèmes informatisés dans le cadre de la recherche clinique et des essais cliniques, bon, vous avez un chapitre, une annexe complète qui vous disent qu'il faut tracer les exigences, qu'il faut effectivement donc avec des outils pourquoi pas automatisés, donc c'est un petit peu la tendance du moment. Voilà. C'est ça pour dire que ça, c'est un point important qui nous facilitera, ce point nous facilitera la conformité d'un système tout au long de son cycle de vie. En conclusion, sans vous embêter plus longtemps et sans dépasser le temps, l'aviation des systèmes doit contribuer à l'intégrité des données. Mais attention, on voulait rappeler que c'est pas parce qu'un système est validé que mes données sont intègres. On dit bien que avoir des données intègres, ça passe par une validation de système, mais c'est pas suffisant. On peut très bien saisir des mauvaises données et elles sont pourtant bien gérées, mais c'est pas la bonne donnée. Que les utilisateurs référents métiers, ce que j'appelle les représentants des métiers, doivent démontrer la conformité des systèmes via des opérations de validation, en s'appuyant justement par rapport aux fournisseurs ou par rapport au fait aux référents qualité, mais c'est un métier, on va dire, c'est un projet de groupe, hein, un projet d'équipe. Tout ça contribue pour avoir de plus en plus, on a c'est un peu même dans les méthodes un petit peu agiles, tout le monde contribue au même moment pour faire ce genre de choses. Et enfin, les éditeurs doivent concevoir et maintenir des systèmes de qualité tout au long de leur cycle de vie de système. On revient, c'était simplement pour rappeler ce qui était mis aussi bien dans le document de l'EMA, que j'aurais pu reprendre, ou le document de l'annexe 11, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire, en faisant un petit peu que donc pour le demain, voilà, il y a pour info ICHR3, ECICR3, il y a des textes nouveaux qui sont parus en 2021, notamment le PIX 41, notamment un document de l'EMA aussi. Enfin, les choses bougent et puis les outils se développent de plus en plus en termes de méthodes agiles et pour avoir des outils informatiques qui permettent effectivement de tracer tout ça au mieux. Voilà. Merci. Je pense rendre la parole redonner la parole à Emmanuel. Si vous voulez bien reprendre. Oui, merci. Faire le lien un petit peu avec. Voilà. Merci Eric de cette présentation qui était effectivement très synthétique. Alors, ce que nous allons voir donc, pour terminer ce webinaire avant la partie questions-réponses,
C'est justement, on va voir au niveau d'Aaron comment nous gérons en fait ces exigences, ce qu'on appelle des exigences, ce que vous avez appelé, Eric, user specifications. Voilà, donc vous avez compris qu'il y a un certain nombre d'exigences qui viennent soit du métier, soit des règles de conformité, hein, que ce soit le 21 CFR par 11 ou d'autres textes. Toutes ces exigences-là doivent être gérées au niveau d'un éditeur de logiciel. Donc la question, c'est comment nous gérons ces règles-là. C'est ce qu'on va voir au travers d'une petite démo maintenant. Comment on fait chez Aaron? Eh bien, tout simplement, nous avons intégré dans notre logiciel directement une interface avec l'ensemble de ces exigences et comment on les gère. Donc, c'est une interface qui est disponible par les utilisateurs. Ils peuvent rechercher les exigences, ils peuvent voir quels tests ont été faits dessus, dans quelle version se trouve donc la réponse à cette exigence. Voilà, toutes ces informations-là sont accessibles. Et pourquoi on les a intégrées? Tout simplement parce qu'on a intégré en fait cette gestion de la qualité directement dans notre processus de développement. Voilà, c'est-à-dire que les exigences rentrent dans le processus de développement, ils sont ensuite développés, ils sont ensuite testés avec un certain nombre de tests. Voilà. Donc, ce qu'on va voir au travers de ce petit exemple, comment nous gérons ça, nous avons créé un outil qui s'appelle le Aaron Quality Desk, que va nous présenter maintenant Kassimji. Donc, je vais laisser la parole à Kassimji, et puis nous passerons ensuite aux questions-réponses pour conclure ce webinaire. Bonjour à tous, je vais vous présenter notre module Quality Desk, garant de la qualité de notre solution Aaron EDC. L'accès à ce module se fait à partir de la page d'accueil de notre solution Aaron EDC en cliquant sur le bouton Quality Desk. On arrive sur une page listant toutes les exigences, c'est-à-dire les fonctionnalités qui sont ou vont être implémentées dans notre solution. On peut suivre l'état d'avancement de chaque exigence. Par exemple, celle-ci étant à l'état de terminé, celle-ci est en phase de test. Il est possible de rechercher par mot-clé une exigence. Par exemple, si je tape Audit Rail, la liste des exigences ne contient que les exigences contenant ce mot. Si on prend l'exigence numéro 121, celle-ci étant une exigence issue d'une exigence réglementaire du 21 CFR part 11. En cliquant sur le bouton test, on affiche la liste des tests réalisés liés à la fonctionnalité. Pour information, ces tests sont systématiquement exécutés avant chaque déploiement pour éventuellement prévenir des régressions. Plus tard, il sera possible que l'on puisse visualiser des vidéos de certains tests. On peut également afficher la liste des bugs détectés par notre équipe de validation avant la mise en production. Une fois corrigées, ces anomalies font l'objet de nouveaux tests. On peut afficher ici par exemple un test. Enfin, le bouton amélioration permet de voir les demandes d'amélioration liées aux exigences. D'ailleurs, cette amélioration présente un encadré de couleur jaune puisqu'elle est en cours de développement, contrairement à celle d'en dessous qui présente un encadré vert, puisque cette amélioration a déjà été développée. Lorsqu'une fonctionnalité a été implémentée, une pastille sur la droite est visible, indiquant la release dans laquelle la fonctionnalité a été livrée. L'option release de notre module se présente comme ceci. On a deux environnements, la pré-production et la production. Pour la production, on prévoit une mise à jour tous les 3 mois. Ici, on peut voir les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées
lors de cette livraison. Ou encore, lors de cette livraison, d'autres fonctionnalités ajoutées. Pour l'environnement de pré-production, des mises à jour sont réalisées quotidiennement. Grâce à l'option « Voir les patchs », on sait exactement quand la release a été déployée dans l'environnement de pré-production. Lorsque je déroule, je vois exactement. Il y a une petite date qui s'affiche, donnant la date de livraison de cette release. À tout moment, l'utilisateur peut demander une fonctionnalité ou signaler un bug depuis la page des exigences. Il suffit de cliquer sur le bouton « Faire une demande ». Il saisit un titre pour son exigence ou son bug, précise son type si c'est plutôt un bug ou une exigence et renseigne une petite description pour expliquer sa demande. Cette demande est ensuite enregistrée dans GitHub avec un statut proposition. GitHub est un outil permettant notamment à l'équipe de développeurs de gérer les exigences, de préciser leur type si ce sont plutôt des bugs, des améliorations, des exigences, de mettre à jour leur état d'avancement. Chaque semaine, l'équipe de développeurs consulte la liste des demandes et analyse, éventuellement planifie la demande. Enfin, si nous retournons dans notre module Quality Desk, on a une dernière option, l'option Documents. Cette option permet à l'utilisateur de télécharger les documents liés au système qualité de la plateforme. La démonstration est terminée. Je redonne la parole à Emmanuel pour la suite de la présentation. Merci Kassinji. Voilà, donc nous arrivons au terme de ce webinaire et à la partie, j'espère, la plus interactive, c'est-à-dire les questions-réponses. Pour ce sujet-là, on va élargir un petit peu l'assemblée, puisque donc il y a Eric Chapuzet et moi-même, mais nous avons aussi Anissé Lipogo qui va nous rejoindre pour lire vos questions, et Yves Darmaillac, notre directeur technique. Donc, bienvenue à vous. Juste avant qu'on passe aux premières questions, vous avez à l'écran là les coordonnées si vous souhaitez nous contacter. N'hésitez pas. Voilà. Donc, Anissé, je te laisse lire les premières questions. Oui, bonjour à tous, merci Emmanuel. Voilà, alors je tiens à préciser que les questions, quelles qu'elles soient, quel qu'en soit le nombre, recevront tous une réponse. Peut-être pas dans le temps qui est imparti pour ce webinaire, mais nous reviendrons vers vous par mail donc à ce sujet pour répondre précisément à vos questions. Alors, il y a beaucoup d'animations tout au long de ce webinaire. Il y a pas mal d'échanges, notamment dans le chat, dans les interactions. Voilà, les questions qui sont posées, notamment. Et voilà, donc j'en viens notamment à la remarque de Séverine, à laquelle on réagit Laurent Basset, que je salue d'ailleurs, et Alain Piton. Donc, Séverine disait, bonjour, votre webinaire est spécifique pour les études cliniques visant à évaluer des médicaments. Les référentiels de BPC, notamment, ne sont pas les mêmes pour le monde du dispositif médical. Il aurait été bien de le préciser. Alors, ça, c'est une question qui s'adresse à Eric, mais il y a eu pas mal d'interactions, en tout cas, dans le chat, notamment, voilà, Alain qui a précisé, qui invitait Séverine à consulter les normes, notamment ISO 14155, et voilà, et Laurent qui l'a confirmé. Voilà, je ne sais pas si oui, réussir à ça, Eric. Oui, mais oui, je viens de voir aussi. Oui, tout à fait. Vous avez bien sûr raison. Je me suis orienté sur l'aspect un peu clinique. Vous avez, enfin, en résumé, bien évidemment, l'ISO 14155 est cité, je crois, par Alain Piton,
Python en réponse au chat est tout à fait forcément à propos. Hein. Donc, donc il n'y a pas de. On aurait pu rajouter en plus du CHE6 la 14155, d'autres documents, enfin, dans certains domaines. Donc vous avez absolument raison. Non mentionné dans ce petit webinaire rapide pour rappeler l'introduction. Hein, donc j'ai rien de plus. Je crois que les réponses sont je pense, claires. Hein. Donc merci Alain Piton pour cette partie réponse en ligne dans le chat. Hein. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments là-dessus, mais bon, de toute façon, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est de devoir, pour répondre au mieux à l'intégrité en 20 minutes et à la conformité, c'est qu'il y a une tendance d'avoir de plus en plus chez les éditeurs, quel que soit l'éditeur, des outils qui permettent d'assurer une certaine traçabilité dans tous les besoins. Je crois que c'est un point important et c'est pas facile toujours, mais c'est un point important. Donc c'était un petit peu le message dans les tendances du moment. Ouais. Voilà. D'accord. Merci Eric. D'autres questions, il y en a plusieurs hein, qui arrivent au fur et à mesure. Il y a une question de Laurent, donc de Advanced Biodesign, alors, qui dit « Qu'en est-il des données de laboratoire utilisées dans le cadre d'un essai clinique ? Est-ce OK si les données sont intégrées dans un ICRF validé ou pas ?» Alors, est-ce OK pour M. Basset pour avoir peut-être une autre. En fait, si je comprends, de toute façon, si ce sont les données qui viennent des laboratoires, donc ça peut être les données des matos de bioche, ou je sais pas, des données de bioanalyse. Donc, si c'est les données qui viennent de patients, forcément, probablement que ces données sont gérées déjà dans des systèmes informatisés qui sont peut-être déjà au niveau du laboratoire, et elles sont peut-être ensuite transférées directement dans l'ICRF, ou alors elles sont peut-être effectivement ressaisies. Bon. Mais en tous les cas, les données, quand on parle des données, ça concerne l'intégrité de données, si c'est un petit peu la question de M. Basset, concerne en fait toutes les datas qui sont dans le cadre de votre essai. Donc quelque part là, j'ai en tête ici là dans le cadre d'un essai clinique, bien évidemment sur les données pivots ou sur les données majeures, si les résultats d'analyse sur lesquels il va y avoir des statistiques ne sont pas intègres, c'est-à-dire exacts, non altérés, etc. Ça va forcément bien évidemment poser un risque de problème sur le résultat des statistiques. Et donc l'intégrité passe par toutes les datas et les métadonnées en fait que je n'ai pas aussi précisé, mais qui sont en fait dans vos bases de données. C'est extrêmement important d'avoir. Oui, l'intégrité passe aussi par les données. Donc je dis issues des laboratoires. Au sens, je considère pour les données de laboratoire, c'est issu des résultats d'analyse issus des patients, par exemple. Enfin, si je peux peut-être repositionner là-dessus, mais j'espère en tous les cas que c'était dans le sens de la question. Très bien, mais merci Eric. J'espère que Laurent a eu satisfaction en tout cas pour sa question, sinon il peut toujours préciser. Voilà, alors une autre question de Enguerrand que je salue aussi. Enguerrand pose la question que est-ce que Aaron fournit son analyse de risque au regard de l'utilisation des données, en parenthèse perte de données par exemple, ou est-ce que le promoteur doit faire son analyse? C'est une question qui s'adresse peut-être plus à Yves aussi. Ou Emmanuel. Une liaison qui n'est pas terrible, je suis navré, le son est un peu haché. Est-ce que tu peux répéter Alors, est-ce que Aaron fournit son analyse de risque au regard de l'utilisation des données, entre parenthèses perte, export, etc. Ou est-ce que le promoteur doit faire son analyse? En tant que directeur technique, je vais avoir un petit peu du mal à répondre sur la partie analyse de risque. Cela dit, voilà, dans les documents qui sont attachés au Quality Desk, vous avez toute une partie qui est renseignée par l'hébergeur et qui indique toutes les mesures qui sont prises en termes de sauvegarde et donc qui vont permettre
d'analyser en fait l'aspect risque perte de données. Oui, je peux peut-être préciser, l'analyse de risque est quand même, il me semble, et Eric pourra compléter, propre à une étude. Donc, les informations que peut fournir l'éditeur peuvent être appréciées différemment suivant l'étude, par exemple en fonction de la criticité des données, qui peut varier d'une étude à l'autre. Il me semble que, en tout cas, l'analyse de risque peut être spécifique à chaque étude. Je ne sais pas, Eric, ce que vous en pensez. Je considérais qu'il peut y avoir deux types d'analyse de risque. Enfin, il y a une analyse de risque côté un petit peu éditeur, quel que soit l'éditeur. Hein. Donc, ça revient un petit peu à définir quand il y a le côté éditeur, un dossier on peut appeler de qualification de l'outil, hein, en fait, un dossier de démonstration que l'outil est le plus fiable possible. Il y a une sorte de démarche qualité finalement qui est menée par l'éditeur en fonction de son développement, de son cycle de vie de développement et de ses acteurs, en sens hébergeurs, infogérants. Donc il y a une partie. Et bien évidemment, après, la conformité d'un système viendra de la personne qui va l'utiliser, donc cet hébergeur est lié à une plateforme de système ou une étude en particulier. Il y aura probablement une analyse de risque beaucoup plus dédiée à la fin, enfin côté on va dire utilisation, côté essai, qui s'appuiera potentiellement, si c'est possible, vis-à-vis de ce qui a été remis au départ. En fait, ce que je veux dire, le message qui était passé, je voulais faire passer, c'est que au mieux, et ça se passe de plus en plus quand même comme ça, c'est que la conformité ou l'intégrité passe par l'ensemble des acteurs et chacun fait une sorte d'analyse de risque complémentaire et collaborative quelque part qui peut se compléter et de façon à aller à la cible en fait. Donc il y a un peu les deux. Donc oui, un peu Emmanuel sur le côté un petit peu lié à l'étude et puis un peu aussi côté éditeur. Je vous revois un peu plus votre côté, entre autres pour faire ces genres de choses, quoi. Donc c'est complémentaire. Merci pour cette question. Alors, pour ces réponses, alors j'ai une autre question. Il y en a plusieurs. On ne pourra certainement pas répondre à toutes les questions, mais on va prendre une dernière question de Jérémy de Cayantis qui s'adresse ici à Yves ou à Emmanuel. Avez-vous des chiffres concernant l'utilisation de votre Quality Desk? Qui consulte, profil, quel contenu est consulté? Non, il n'y a pas de. Je ne peux pas vous présenter là de statistiques, hein, mais le Quality Desk est destiné aux utilisateurs en fait de l'application en charge de l'étude clinique. Donc en fait, à partir du moment où les utilisateurs, quels qu'ils soient, chefs de projet clinique, data manager, qui interviennent sur la qualité, sur la validation du système informatisé, pourront utiliser le Quality Desk. D'une part, pour voir, ça me permet de répondre à une autre question que je vois aussi en même temps, pourront voir d'une part les exigences, on va dire, génériques de l'application, par exemple relatives au 21 CFR Part 11 ou à l'audit trail ou RGPD, et aussi les exigences spécifiques à leur étude qu'ils ont produites eux-mêmes, en plus de, on va dire, des exigences de base, standards. Voilà, donc ça peut être ces utilisateurs-là, ça peut être éventuellement des auditeurs aussi. Hein. Des auditeurs peuvent arriver sur un projet et accéder directement au Quality Desk, puisque nous avons aussi donc des documents, nous avons aussi les preuves de test, les numéros de version. Voilà, il y a énormément d'informations en fait qui. Alors, moi je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important ce Quality Desk, parce que vous comprenez qu'on l'a intégré vraiment dans notre processus de développement. Là où dans l'informatique traditionnelle, on va dire, hein, il y avait des documents qui étaient à côté, en fait, dans lesquels on essayait de documenter ce qu'on faisait du mieux possible, mais qui n'étaient pas vraiment intégrés avec le processus de développement. Or là, on a une exigence qui peut être faite par un laboratoire ou par un fabricant de dispositifs médical, par exemple, qui rentre dans le processus, qui est ensuite transformé en proposition, ensuite en développement, qui ensuite est testé automatiquement. Et tout ça peut être vu depuis le Quality Desk. Voilà. J'espère avoir répondu, mais sinon, n'hésitez pas à nous reposer une question. Voilà.
Ben, merci Emmanuel. Voilà, il y a Manon qui me fait signe que voilà, on est arrivé au bout du temps imparti pour le webinaire. Cela étant, il y a des questions très intéressantes, hein, notamment de Alain, etc. Mais ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, voilà, même en suspens, posez-les-nous, envoyez-les-nous, et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Sachant que voilà, le Quality Desk, c'est un outil qui est en développement continu. Hein. Si vous avez des questions concernant des fonctionnalités, des choses que vous auriez aimé voir, etc., bah, écoutez, ce sera un plaisir pour nous d'échanger avec vous et d'en discuter plus en avant. Voilà. Je vais donc laisser remettre la parole à Emmanuel pour la conclusion de ce webinaire. Merci. Oui, donc la conclusion, elle est simple. On a parlé aujourd'hui de qualité, d'intégrité des données, de la conformité des systèmes pour atteindre cette intégrité des données, ou en tout cas pour essayer de la garantir. Donc, Eric Chapuzet nous a donné des éclairages de ce côté-là. Et puis, ce que nous avons vu aussi, c'est comment nous gérons ces exigences et cette qualité chez Aron dans nos propres logiciels qui sont des solutions donc EDC et iPro notamment. Voilà, donc c'est un éclairage qui, je l'espère, vous a intéressé. J'ai conscience qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, le sujet est beaucoup trop vaste. J'ai noté notamment la remarque par rapport aux dispositifs médicaux. Il faut savoir que nous faisons beaucoup d'études, notamment des études observationnelles au niveau des dispositifs médicaux. Donc, c'est quelque chose que nous avons en tête. Donc, peut-être qu'un futur webinaire pourra être fait plus spécifique à la réglementation sur les dispositifs médicaux. On va y réfléchir. Voilà. Je vais peut-être laisser le dernier mot à Eric Chapuzet, que je remercie beaucoup pour sa participation aujourd'hui. Eric, est-ce que vous voulez dire merci à tout le monde. C'était bref, effectivement, enfin, 20-25 minutes. Donc, écoutez, j'espère avoir contribué un petit peu à cette réflexion. En tous les cas, merci à tout le monde et merci à vous, donc Aron, à l'équipe Aron. Donc voilà, aussi pour votre invitation. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Voilà, moi je voudrais surtout vous remercier à tous les participants. Vous faites à chaque fois le succès de ces webinaires. Vous étiez encore plus de 200 inscrits aujourd'hui. Donc vraiment, merci beaucoup. Donc on organise régulièrement ces webinaires sur des thématiques différentes. Je n'ai pas encore la thématique du prochain, mais ça viendra bientôt. Voilà. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.